Bonjour à tous, bienvenue dans Conversarting, une plateforme éditoriale dédiée à la création contemporaine que j'ai fondée avec la volonté de proposer un espace d'expression pour les artistes, documenter leurs pratiques et discuter autour de leurs travaux. Je m'appelle Maya Joy, je suis animatrice et productrice culturelle indépendante. On se retrouve aujourd'hui à la librairie Sans Titre, librairie spécialisée dans l'édition indépendante et artistique, en compagnie d'Attendi Traoré. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Attendi, pour te présenter, tu es diplômée de l'École nationale supérieure d'art Villars-Arson à Nice et de l'Université Paris 8. Tu développes un travail artistique plus multidisciplinaire, mêlant l'installation, la sculpture, l'image, la performance et la poésie. Ces différents médiums deviennent des outils de transmission, de soins et de réappropriation de soi pour explorer les subjectivités féminines noires ainsi que ton héritage familial. Tu abordes également les thématiques de la mémoire individuelle et collective, l'intime et le collectif, l'identité et l'appartenance. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours et tes débuts artistiques ? Je dirais que ça a commencé dans mon enfance. J'ai une meilleure amie d'enfance qui a un père peintre avec qui, pendant une grande partie ou toute ma primaire, je passais quasiment tous mes week-ends parce que souvent ma mère travaillait et que ça me permettait aussi de voir ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies. Et moi, de souvenir, c'est un peu mon premier rapport à l'art. Il a été à travers ce parent-là, qui nous emmenait au musée, qui avait son atelier dans son salon. Et en fait, pareil, j'étais aussi beaucoup au centre de loisirs, donc je dessinais beaucoup. J'étais toujours entourée de feuilles, de crayons de couleur. Et du coup, ça a commencé. Je pense maintenant, plus les années avancent, plus je sens que ça a eu un impact quand même conséquent auquel je pensais pas forcément plus jeune. Et ensuite, arrivée l'adolescence, la fibre artistique, elle s'est un peu atténuée. C'est un peu plus devenu un hobby qu'une carrière ou une projection un peu sérieuse. Et c'est au collège où je me suis retrouvée en troisième dans un nouveau collège, donc tout le monde se connaît déjà, de la sixième à la troisième. Et vu que je connaissais personne, j'avais pas trop d'amis. C'est très cliché, un peu outcast. Mais du coup, j'avais pas beaucoup d'amis et j'habitais à 5 minutes à pied du collège, donc j'allais pas à la pause déjeuner, donc j'avais aucun moment de sociabilisation, à part les récrés, mais vu que je connaissais personne, et je suis arrivée en cours d'année, donc je suis pas arrivée en septembre, je me cachais dans les escaliers pour dessiner. Mais pourtant, à cette période-là, je voulais être avocate, donc je voulais faire du droit, et être avocate en droit intellectuel, ou mêler en fait l'art à cette carrière que je voulais avoir d'avocate. Et j'avais même fait mon stage en troisième dans un cabinet d'avocats. C'était que des femmes. Il y avait une qui faisait du droit pénal, une du droit intellectuel, donc celle que j'ai eue en stage, et une qui faisait du droit civil. Et du coup, cette période-là, ça m'a influencée dans mes choix de lycée. Donc les vœux, on avait, je crois à l'époque, 3 vœux. Ouais. Oui, voilà, on avait 3 vœux. Et je crois que mon premier vœu, c'était un lycée qui s'appelle Claude Monet. Et à l'époque, je sais plus si c'est encore comme ça, parce que je sais que les systèmes pédagogiques ont changé. Et on avait la filière, on savait qu'on pouvait faire une filière littéraire ES ou S. Et en plus de ça, il y avait des spécialisations dans ce lycée spécifiquement, qui se trouvait dans le 13e. Et on avait la spécialité art plastique, théâtre ou musique. Et moi, forcément, vu que j'étais beaucoup dans le dessin, je voulais faire une spécialité art plastique. Enfin, j'aimais bien l'idée que mon emploi du temps soit aussi beaucoup submergé d'art plastique. Et du coup, c'est, je pense, ce moment-là au lycée qui a altéré la carrière avocate en artiste. Mais même si je trouve qu'il y a quand même un lien dans les deux. Parce que une avocate, ça prend la parole pour les gens qui peuvent pas ou qui savent pas aussi bien qu'un avocat ou quelqu'un qui travaille justement le message et le soutien.
Et je trouve que l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui prend la parole, avec pas forcément les mêmes contextes et les mêmes enjeux, mais il y a quand même un lien de donner voix aux gens, ou pour ce qui est de l'artiste aux choses aussi, ou en tout cas pour moi. Et du coup, je pense que voilà, le lycée, ça a influencé. Une fois que j'ai fait cette spécialité d'art plastique, j'ai jamais eu de retour en arrière. J'ai même voulu, il y avait des périodes, surtout en terminale, où c'était un peu dur avec le bac et puis les études supérieures et la perspective d'avenir. Où je me demandais parfois si c'était pas plus simple d'être comptable, enfin d'avoir une carrière un peu plus tracée, un peu plus familière dans la société, ou accessible dans ce sens-là. Et en fait, même en essayant de pas faire de l'art, en fait, j'étais arrivée à un point dans mon développement personnel où c'était pas possible. Et du coup, ça m'a amenée à l'université. C'était un peu un atterrissage, une destination par défaut, parce que je voulais faire une école d'art d'entrée de jeu dès le lycée. Sauf qu'on m'avait conseillé de faire une prépa. J'avais eu aucune prépa auquel j'avais postulé. Et ensuite, j'ai j'ai du coup quand même fait des vœux en fac. Et en fac, je crois qu'en études art plastique, en université, il n'y a pas beaucoup de choix. Et même si c'était par défaut, par 8, ça m'a beaucoup parlé. C'est une fac c'était ou c'est une fac de gauche qui aussi avait ce point particulier. On pouvait choisir ses emplois du temps, donc c'était une fac aussi qui s'adaptait au fait que souvent les étudiants étaient travailleurs, enfin travaillaient pour financer leurs études et du coup pouvaient penser leur planning par rapport à leur job alimentaire, etc. Donc c'était quelque chose qui moi m'avait aussi attiré, même si j'étais arrivée là-bas par défaut. Et ensuite arrivée à la fac, même si j'étais intéressée par l'art, c'était encore flou l'idée d'être artiste ou quoi faire dans l'art. Je le voyais plus comme un sujet d'étude, comme souvent des gens font des études en fac de langue, mais ils veulent pas être traducteurs. Ou devenir, s'ils font des études de langue italienne, devenir italien ou quoi. Donc, désolée. J'ai fait le lien après. Mais du coup, voilà, c'était un peu juste un sujet d'étude. Et en fait, dans ces études-là, j'ai non seulement par les rencontres que j'ai faites, les rencontres humaines, j'ai aussi rencontré des profs qui ont un peu changé ou influencé la suite du chapitre suivant qui a été du coup l'école d'art. Et ensuite, une fois que l'arrivée en école d'art était faite, je pense que ma pas forcément ma carrière, mais mon chemin de vie d'artiste était plus clairement enclenché. Et je dirais même que le terme carrière, c'est quelque chose qui est venu très très tard dans la construction de l'artiste. Je pense que c'est venu après l'école, quand j'ai eu mon diplôme d'études, mon dernier diplôme d'études supérieures, parce que j'en ai eu 3. Mon dernier, je l'ai eu en 2021 et pendant 1 an, j'ai arrêté d'être artiste ou de pratiquer, en tout cas. Et parce que j'étais en job alimentaire temps plein pour juste survivre à Paris. Et parce que j'étais dans les études dans le sud. Et quand je suis revenue à Paris, il fallait financer la vie ici. Et du coup, pendant cette pause-là, j'ai mis en suspens cette pratique ou ce statut d'artiste. Enfin, je le pensais en suspens parce que je pratiquais pas. Et c'est vrai que les deux, dans beaucoup d'esprits d'artistes, en tout cas qui m'entourent ou de ma génération, les deux sont encore très liés. Je pense que c'est aussi un côté un peu des générations précédentes qui nous inculquent aussi un sens de la productivité ou de la création qui est assez spécifique, qui est aussi très marqué par juste l'état, l'environnement du monde de l'art. Et du coup, j'ai repris 1 an après, en 2022, par différentes opportunités que j'ai saisies avec des grands risques financiers, parce que du coup, je me suis retrouvée au chômage et sans capacité de savoir comment est-ce que du coup
travail d'artiste allait financer ma vie. Et sans que ce soit forcément le but principal. Donc c'était toujours un peu ambivalent et ça l'est encore maintenant de savoir à quel point je veux que ça soutienne ma vie et à quel prix ça va l'être. Parce que ça va forcément avoir un coût d'être même artiste en temps complet. Actuellement, j'ai l'opportunité de pouvoir avoir un job alimentaire à temps partiel et aussi de ne pas avoir à payer de loyer. Donc ça me permet d'avoir une certaine flexibilité autant dans ma production que dans mon besoin financier. Mais du coup, ouais, ça a été un long chemin. Je crois que j'ai dit plusieurs étapes qui m'ont mené à maintenant, aujourd'hui. Et, comment est-ce que ça a commencé, toute cette histoire C'est intéressant parce que là, tu t'es arrêtée en 2021-2022. Moi, la première rencontre que j'ai eue avec ton travail, c'était en 2023 à 100% l'Expo, à la Villette. Et t'exposais une œuvre, plusieurs œuvres, même une installation d'œuvres, donc plastique avec à la fois de la sculpture et de la teinture sur textile, des énormes panneaux qui étaient issus de ta première exposition au Consulat Voltaire, Care as a Color. Est-ce que tu peux me parler de cette première exposition personnelle et aussi de ton rapport à l'installation, l'exposition? T'as une pratique aujourd'hui qui est quand même assez unique et reconnaissable, même si c'est inspiré du batik, de cet art artisanal textile. Est-ce que tu peux me parler de voilà, ton rapport à la plastique qui est multidisciplinaire et surtout par rapport à l'installation? Alors, cette expo en 2023 à la Villette, du coup pour 100% l'expo, qui est une expo qui regroupe des artistes émergents sortis d'école d'art récemment. Cette expo, j'ai pour la plupart des œuvres qui étaient présentes, j'avais déjà tout produit, à l'exception de 2 pièces, une que j'ai refaite et une que j'ai faite pour l'expo. Et en fait, ça reprenait des œuvres que j'avais fait en 2022 pour ma première exposition personnelle. Et cette expo, c'était une expérience assez particulière de me retrouver comme sujet principal d'une exposition, dans le sens où les gens venaient pour voir mon travail et voir ce que j'avais à dire. J'avais déjà fait quelques expositions collectives où en fait, dans le collectif, tu peux te noyer dans le sujet ou te cacher derrière, ce qui peut être assez sympa quand on est un peu timide ou enfin ça peut être rassurant en fait de se retrouver en groupe pour habiter un sujet ou un contexte. Et c'est vrai qu'une exposition personnelle, c'est très déroutant. Je me souviens que ma production, ça m'avait pris, je dirais, 4 à 6 mois. Ça m'avait pris beaucoup de temps, surtout parce que j'avais beaucoup fait les choses seule, que je me rendais pas compte de l'ampleur de production que ça demandait. J'ai eu, au bout de je dirais 1 ou 2 mois avant l'exposition, l'aide de ma meilleure amie, qui a été, je pourrais même dire, la productrice, manageuse d'atelier. Elle a été plein de choses pour moi qui ont permis de donner jour à ces œuvres, ces grandes tentures et même les autres productions pour mon exposition personnelle. Du coup, ça m'a fait me rendre compte aussi que même si je suis beaucoup dans ma bulle, dans ma pratique, et que je me crée un monde qui m'est très propre et qui m'est très personnel, c'est impossible de faire les choses seule. Et qu'à à un certain moment donné, il faut savoir demander de l'aide et rentrer en contact avec les gens et en échange. Et du coup, ça m'a appris ça. Ça m'a aussi mis dans beaucoup d'états émotionnels parce que je sais pas si ça se voit dans l'échelle ou le rendu plastique de mes œuvres, mais ça demande beaucoup
d'effort physique ou d'implication physique quand même. Ne serait-ce que Nouvel pour format. oui voilà, ne serait-ce que pour les tentures, pour ces expos, enfin cette expo en 2022 et 2023, mes tentures faisaient 6 à 9 mètres de long et de large à peu près 2 mètres. Du coup, c'était assez physique, tout ça mouillé, à manipuler et à sécher, et puis avec toutes les étapes que le batik spécifiquement, qui était la technique que j'ai utilisée sur ces tentures, demandait. En plus de... Je pense que au-delà de la production, moi, ce qui est toujours plus déroutant pour moi, c'est l'expression. Plus à l'oral ou dans les textes, quand il faut écrire un texte sur mon travail ou que je dois m'exprimer sur mon travail, c'est toujours un peu plus... je dirais que c'est presque la partie la plus difficile. Et parce qu'elle implique un certain enjeu émotionnel et mental. Alors que la production plastique, elle reste certes physique et prenante, mais j'ai une essence en moi qui sait pourquoi je fais les choses. Et quand je dois m'exprimer dessus, j'ai l'impression que je dois justifier pourquoi je fais les choses. Et du coup, cette justification d'exister ou de créer, c'est toujours, je pense, la partie la plus déroutante pour les artistes. Même dans ceux que je côtoie, c'est un peu notre sujet qui reste le plus délicat. C'est pas forcément de produire, c'est après en parler, le présenter. Et je pense que du coup, pour cette exposition, ça a été la première fois que je me suis confrontée à des réactions face à ma pratique à moi, et pas forcément à une expo auquel je participais. Et bon, j'ai eu des bons retours. Peut-être que j'ai eu des mauvais retours, mais je m'en souviens pas, parce que, je sais pas, mémoire sélective. Et, euh, et, euh, et voilà, et je pense que le retour principal, ça a été l'expérience aussi, de juste vivre les choses et de savoir à quoi s'en tenir pour les fois suivantes. J'ai trouvé super intéressant que tu pointes le fait que parler de son travail, c'est pas la chose la plus aisée. Pourtant, tu t'exprimes tellement fluide et de façon construite sur la façon dont ta pratique évolue intimement avec ta vie personnelle. En fait, dans ton travail, il y a une dimension presque existentielle quand tu parles du sujet, notamment quand il est question de subjectivité ou d'individualité. Tu as cette idée, c'est comme un travail de recherche en fait, où tu parles de toi pour mieux réfléchir à la collectivité. Comment est-ce que tu arrives à transposer des thématiques qui sont presque, encore une fois, existentielles, presque psychologiques ou philosophiques, dans une pratique plastique? Je me rends pas compte que c'est forcément ça que je fais, maintenant que tu le dis. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un peu... Enfin, ma source d'inspiration, c'est beaucoup me, myself. Ça, c'est beaucoup juste mon expérience. C'est la seule chose qu'on peut pas m'enlever, je dirais, enfin qu'on peut enlever à personne. C'est la vie le chemin qu'ils tracent et qu'ils ont tracé, ou que d'autres ont tracé avant eux aussi. Donc, je parle d'arbre généalogique. Donc, je pense que, je sais pas, intuitivement, ça a été pendant mes années d'école d'art, ça a été ce qui m'a beaucoup ancré et beaucoup sauvé, de pouvoir partir de moi, au lieu d'avoir ce côté un peu académique de partir des autres, donc partir de l'histoire de l'art, partir des mouvements artistiques, partir des grands artistes de telle ou telle époque. Parce que c'est souvent un peu l'exercice qu'on nous demande de faire, de se référer aux autres, de se référer aux prédécesseurs. Donc c'est bien aussi de savoir dans un chemin qu'on trace aussi, chemin plastique, de savoir qui était là et qui est à nos côtés ou qui était là avant nous. Mais je pense que c'est beaucoup demandé de partir d'eux, de partir des autres. Et c'est moins évident et c'est pas forcément le premier réflexe qu'on nous induit, qu'on nous montre de partir de soi. Après, je pense que c'est aussi une récurrence qui va dépendre souvent
de l'existence de la personne. Je dirais selon que tu es une minorité ou que tu as une expérience de vie singulière et que tu sors un peu des standards de la société dans laquelle tu t'environnes, eh ben, ça va forcément influencer aussi beaucoup ton rapport aux choses, contrairement à quelqu'un qui va être plutôt normé et qui du coup va plus regarder vers l'extérieur parce que sur soi-même il n'a pas forcément, enfin cette personne n'a pas forcément besoin de s'interroger elle-même parce que le monde ne lui requiert pas de s'interroger aussi sur comment elle est vu qu'elle est considérée comme normale. Et dans d'autres contextes, selon le genre, le sexe, l'orientation, et ben ça va forcément le monde va te demander de t'interroger, de te justifier et du coup ça crée aussi une perspective sur les choses et tes centres d'intérêt et ta façon de t'exprimer très spécifique. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans l'art va avoir beaucoup d'artistes qui vont se référencer à tout sauf eux et d'autres qui vont se référencer beaucoup à eux-mêmes et ça peut prendre des formes complètement différentes. Parfois artisanale, parfois architecturale. Enfin, c'est pas forcément une patte qui va être créée, mais c'est, je pense, un discours un point de départ, en tout cas dans le discours qui va être créé. Et après, à voir à quel point on part de ce point de départ et on s'éloigne, ou on fait des ponts, ou des pays, des territoires, des continents, des planètes, des galaxies, comment on navigue entre tout ça. On a parlé de ta pratique textile, mais tu travailles aussi le cheveu synthétique, tu fais du crochet avec en remplaçant la laine. Est-ce que tu peux me parler du choix des matériaux et aussi du rapport artisanal de ta pratique? Alors pour le crochet, je choisis spécifiquement d'utiliser du cheveu synthétique, de la fibre synthétique, parce que et spécifiquement celle qu'on utilise pour se tresser, parce que pour moi ça me permet de incorporer le vivant et le corps, parce que le cheveu c'est un peu quand même un symbole fort du physique. Après le cheveu synthétique c'est un symbole fort pas pour tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi des cheveux synthétiques ou qui le reconnaîtraient pas détaché de quelqu'un. Selon si on est familier avec la matière, etc. Et en fait, très, très tôt, je dirais, dès que je suis rentrée en école d'art, pour des raisons spécifiques, j'ai fait le choix. Je sais pas si c'était un choix à l'époque, mais au fil des années, c'est devenu un choix de pas montrer de corps dans ma production plastique ou pas montrer principalement des corps parce que quand j'en montrais, ça créait des discours qui étaient pas forcément ceux que je voulais avoir sur mon travail. Et c'était des discours qu'on associe forcément à la personne que je suis. Et du coup, j'aimais pas forcément ce point de départ qu'on faisait pas forcément avec tous les étudiants. Et du coup, je me suis dit très très tôt dans mes études, à partir de la période d'école d'art, qu'en enlevant le corps, en fait, on pouvait que garder le sujet, mais pas le pronom, quoi. Et en fait, du coup, au-delà du coup d'enlever le corps, j'ai aussi retravaillé le geste. Même si j'enlevais le corps, je voulais pas enlever la présence du corps. Et du coup, ça a été aussi ce qui a été la raison pour laquelle je me suis tournée vers la teinture. Et parce que j'ai toujours utilisé du textile, plus ou moins même dans mes années à l'université, pour réaliser des œuvres, des installations. Et c'était toujours des textiles de mercerie, déjà travaillés, où j'avais pas forcément besoin d'ajouter quelque chose à ça, à part peut-être quelques traces de couture.
Et en fait, j'avais un souci dans dans cette idée qu'on voyait pas ma présence derrière l'objet, ou qu'on pouvait pas deviner même le temps que je passais avec l'objet, à le faire, à lui donner vie. Et du coup, par souci de ça, et c'était plus peut-être moi qui projetais ça, qu'on ne voyait pas derrière mes œuvres, et ben j'ai voulu trouver des méthodes pour qu'on voit la tresse de l'être humain impliqué derrière la pièce. Et avec le textile, la teinture, c'est vite devenu une solution. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert le batik. J'ai découvert le batik quand j'étais en école d'art, mais via Internet. Donc ça a été un artisanat qui m'a été introduit digitalement, mais aussi en autodidacte, parce que du coup j'ai un peu recomposé avec ce que je voyais ici et là sur Internet, sur des sites. Et c'était beaucoup de vidéos référencées à de la pratique du batik en Afrique de l'Est. Même si elle n'est pas originaire d'Afrique de l'Ouest, elle est originaire d'Indonésie, cette technique. Mais elle est aussi très présente depuis longtemps en Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est en découvrant leur pratique à eux que j'ai commencé à m'apprendre à le faire à ma manière. Donc, qui respecte pas forcément l'artisanat, même si j'ai du respect pour le format traditionnel. Et du coup, le choix du batik et de la teinture, ça a été une volonté de garder, de pouvoir faire sentir ma présence derrière le tissu. Et la volonté du cheveu pour crocheter avec du cheveu, c'était ma manière de montrer un corps sans le faire apparaître aussi. Donc il y a une partie de moi qui montre pas et qui efface, mais c'est aussi par protection. Du coup, comme une mère qui veut pas qu'on prenne ses enfants en photo et qu'on les mette en ligne, et ben j'ai un peu ça avec mes œuvres. J'ai pas forcément envie que les gens qui m'inspirent, les choses qui m'inspirent soient tout de suite évidentes aux gens et accessibles aux gens. Du coup, je les enlève ou j'enlève une partie. Donc là, j'enlève une partie, je garde les cheveux, par exemple, j'enlève le reste du corps. Et pareil pour le tissu. Pour moi, c'est important qu'on s'imagine, d'inviter dans le visuel de ce que je crée aussi cette pensée de se dire ah mais je me demande la personne combien de temps ça lui a pris, ou est-ce qu'elle était toute seule, parce qu'en fait je pense qu'on a ce phénomène-là qu'on perd avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, vu que tout est industrialisé et fait par des machines. On oublie que même les machines sont manipulées par des humains et que nos vêtements sont faits par des gens plus ou moins. Et du coup, pour moi, c'était important qu'on n'oublie pas ça quand on voit mes œuvres. C'était intéressant que tu fasses un lien avec le thème de la maternité, parce que c'est vrai que tu as une façon presque maternelle de prendre soin de tes œuvres pendant la production. Donc déjà le temps passé sur chacune des œuvres, être aux petits soins, et d'ailleurs toute cette thématique du soin, elle est centrale dans ta pratique, le care en anglais. Donc encore une fois, par rapport à ta première exposition personnelle, Care as a Color, mais aussi dans plusieurs de tes installations où il y a des messages, le thème du care est présent. Pourquoi le soin et le fait de le porter comme un message sur les œuvres, c'est devenu une thématique centrale de ta pratique? Ça l'est devenu un peu naturellement. J'ai pas forcément pris le soin comme sujet. Ça l'est devenu en fait en développant justement ces gestes. Et du coup, c'était plus intuitif d'être dans le soin avec mes objets. Et ensuite, ça s'est révélé à moi en fait que c'était un sujet qui était récurrent dès l'école d'art. Et c'est quelque chose qui se détache pas forcément de ma pratique parce que ça reste l'approche principale. Je dirais que c'est pas forcément la seule source d'inspiration. C'est pas forcément la source d'inspiration, mais c'est l'approche de ma pratique. Donc j'approche ma pratique avec beaucoup de soin et par le biais du soin.
parce que voilà, j'ai un rapport assez vivant avec la matière, où je me sens en communication avec le textile, ou comment je la manipule, ou avec mes mains et la matière, selon ce que je fais, ce que je crée. Et du coup, bah en fait, c'est venu voilà, très naturellement, mais c'est pas. Je voulais aussi spécifier que c'est pas forcément le rapport principal que j'ai avec mes œuvres, et surtout c'est pas la source d'inspiration principale. Il y a plein de choses qui m'inspirent au-delà du soin. Et c'est vrai que moi, mon approche ou mon filtrage, il va être toujours dans le soin. Mais après, ma source, elle est multiple. Et elle est surtout pas forcément que référencée dans l'histoire de l'art, même si j'ai aussi des références d'artistes classiques ou contemporains. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je dirais, j'articule entre mon rapport aux soins et aussi mes gestes. On a en commun d'être des ferventes admiratrices et fans du violet. L'une de mes œuvres préférées que tu as produites, c'est bien sûr And With Joy We Move, que tu as exposé du coup à l'exposition Apprendre à flamboyer, Joie collective au Palais de Tokyo, curatée par Amandine Nana. Est-ce que tu peux développer sur déjà la production de cette œuvre dans une dynamique institutionnelle? C'était ton premier pas dans le milieu institutionnel, donc une œuvre qui a été sur commande du coup. Est-ce que tu peux me parler de ce rapport déjà institutionnel et aussi de cette œuvre en particulier par rapport au thème? Alors, c'est drôle aussi parce que le destin fait bien les choses, vu que Miss Joy here. Euh, Mais cette œuvre, c'était une commande de la curatrice même de l'expo Joie collective. Et du coup, j'ai eu l'honneur de pouvoir produire pour une expo, ce qui est, je trouve, un contexte assez particulier et excitant, à l'opposé d'avoir déjà une œuvre produite qui est pas empruntée pour une expo. Ce qui est bien aussi, ce qui est super, j'aimerais que ça m'arrive beaucoup plus souvent. Mais du coup, là, avoir l'opportunité de produire pour une expo, c'était aussi un format assez excitant de savoir que je rejoignais un message et un contexte qui était super positif aussi, et joyeux, qui est aussi assez parfois à l'opposé du monde de l'art. Et du coup, là, de rentrer dans l'institution par la joie, c'était très beau pour moi et très excitant. Et en même temps, c'était une période où j'étais pas très joyeuse, pour des raisons pour des raisons personnelles. Enfin, ma situation personnelle était un peu compliquée, même si je parlais de joie et je m'inspirais de ça pour créer. Je savais que en produisant quelque chose dans une expo aussi, dans un espace aussi grand et une expo aussi officielle, la couleur qui allait ressortir et qui était complètement contraire à ma palette précédente, c'était le violet, parce que le violet c'est ma couleur préférée depuis que je suis toute petite. Depuis que je me souviens des couleurs, je sais que ma couleur préférée c'est le violet. Et j'ai toujours eu cette couleur, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été, et c'est spécifiquement même la teinte sur laquelle on est assis, c'est ce violet-là, ouais. C'est leur violet foncé, c'est pas mauve, c'est pas fuchsia, c'est violet foncé. Et du coup, je savais que pour la symbolique un peu de la petite fille en moi, c'était important d'avoir cette couleur-là comme couleur principale pour la tenture que j'ai créée pour Joie collective. Et ensuite, dans le processus de création, je voulais incorporer du texte parce que j'ai aussi une pratique de poésie. Et c'est toujours un questionnement que j'ai de voir comment j'inclus ma poésie, mon texte dans des formes plastiques. Et forcément, le texte en tenture, c'est un bon format aussi pour ça. Et du coup, pour cette expo-là, j'ai pu réfléchir le processus que j'ai créé, c'est que j'ai réfléchi à des textes, j'ai écrit des poèmes. Et j'ai pris un des poèmes que j'ai écrit pour ensuite prendre une phrase, un extrait du poème, pour le mettre en tenture.
Et du coup aussi pour avoir aussi ce côté un peu œuvre institutionnelle ou œuvre encadrée, un côté un peu accrochage, et ben j'ai voulu l'encadrer avec des perles. Donc c'est là aussi que j'ai un peu introduit la pratique de la broderie, surtout avec la perle dans mes œuvres, parce que j'ai toujours réfléchi, enfin surtout depuis ma première exposition personnelle, à comment encadrer mes œuvres ou comment les mettre dans l'espace. J'ai jamais eu d'affect pour le cadre classique. Et du coup, pour moi, ça me sort un peu de ma manière d'être, de, de rentrer dans un cadre quand je crée. Et du coup, pour moi, c'est plus naturel de créer mon cadre. Et du coup, là, de le créer avec la perle, qui est aussi ornementale et qui induit autre chose, que ce soit dans le bijou, donc dans le corps ou le vêtement ou le textile, que dans le côté un peu classique de formater une pièce. Ben, j'aimais bien en fait pouvoir lier l'esthétique à l'utile. Et du coup, pour même la phrase qui était écrite sur la tenture, And with joy we move, c'était inspiré de Maya Angelou, qui est une de mes poétesses, si ce n'est ma poétesse préférée, et qui a un poème qui me fait beaucoup, enfin qui résonne beaucoup en moi, c'est And Still I Rise. Et du coup, ben c'était aussi un hommage à ça et à moi, enfin à plein de choses. C'était un mélange de tout ça. Et c'est vrai que l'entrée en institution, ça a été aussi une expérience particulière de voir aussi la réaction des gens quand ils apprennent que t'exposes au Palais de Tokyo, parce que ça a quand même le nom et la réputation que ça a dans le monde de l'art à l'international. Ça a shifté autant mon statut professionnel que mon rapport social, enfin mon rapport aux autres. Dans le sens où, même dans cette période-là, même si c'était un événement joyeux, il y a certaines choses négatives qui se sont passées. Que ce soit le rapport aux gens, même dans mes amitiés, même artistiques, le rapport un peu, le changement par rapport à ce truc-là, d'avoir atteint un espèce de saint graal pour beaucoup, qui est l'institution. Et en même temps, de voir aussi le rapport avec d'autres professionnels qui, tout d'un coup, peut-être me considéraient un peu plus parce que j'étais passée ou je passais par cette institution d'abord comme faire valoir, quoi. Enfin, pas faire valoir, mais comme certification, quoi. Et du coup, bah, c'était intéressant de voir ce shift-là. Et en fait, je pense que ça a aussi révélé un aspect du monde de l'art qui reste assez complexe, qui est l'opportunité et le carrière, le parcours que chacun prend, et la carrière et l'ambition et l'accessibilité aux espaces. C'est des sujets qui restent assez compliqué à naviguer, mais après j'ai de la chance de quand même avancer dedans à un rythme qui vient naturellement, dans le sens où je dirais que je force pas les choses. J'ai quand même une envie d'évoluer. Donc une certaine détermination, une certaine volonté, mais j'ai aussi un désir de rester propre à moi-même et d'aller là où je sais qu'on me veut du bien, en disant pas qu'il y a des endroits où on me veut du mal, mais plutôt je sais que j'avance à pas, on va dire, plus serein, et du coup parfois peut-être plus lent que certains pas ou certains chemins que d'autres prennent. Mais j'apprécie quand même le parcours que ça me crée, et j'espère que j'aurai d'autres chemins dans l'institution. Ça arrive sûrement, mais ouais, c'était la première fois que j'exposais en institution,
Et c'était assez fort, mais je sais aussi que c'est que le début. Tu es lauréate du prix Traversée africaine en 2025. Tu prépares en ce moment ta prochaine exposition. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Alors j'ai gagné un prix fin d'année 2025, prix Traversée africaine, qui est attribué par l'association pour l'art pour l'Afrique. C'est leur 3e édition si je me trompe pas. Et j'ai eu la chance d'être choisie pour ce prix qui du coup m'octroie une bourse de production et un espace qui s'appelle Galerie Mariton à Saint-Ouen pour une exposition personnelle. Du coup une expo qui va réunir mes œuvres moi seulement. Donc c'est la 2e fois depuis 4 ans, enfin la dernière fois c'était il y a 4 ans. Donc c'est un moment assez fort et assez important pour moi parce que ça permet aussi de reponctuer ou de re-enclencher un nouveau chapitre dans mon univers artistique ou dans ce que je présente en tant qu'artiste au monde, à ce que je donne à voir. Du coup, c'est assez pressurisant, mais dans le bon sens du terme. Même si parfois ça peut être mal vécu, j'ai pas encore le stress un peu négatif qui fait trembler ou qui fait vriller ou qui met mal ou qui fait paniquer. Je suis plus dans un stress positif qui me met un peu dans mon propre petit tunnel où là je sais pourquoi j'avance et chaque jour est un peu articulé par rapport à cette expo. C'est-à-dire que par exemple si un jour je choisis de me reposer et même de pas bosser du tout, je sais que c'est pour que le lendemain j'ai toute l'énergie qu'il me faut pour pouvoir avancer sur l'expo et en faire un peu plus tous les jours. Après c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais en général pour tous les gens dans le monde de l'art, en fait, on est plein de choses à la fois. Donc c'est autant gérer l'admin que gérer la production, que gérer le relationnel, que de gérer la réalisation des œuvres. Parce que même quand je parle de production, je parle pas forcément de production plastique. Il y a aussi toute la production entre la logistique pour faire que les choses arrivent. Et du coup, ouais, c'est beaucoup de casquettes que je reprends pour la 2e fois depuis un petit moment. Et je sais aussi qu'avec l'expérience que j'ai déjà vécue pour Care is a Color, que j'ai besoin d'aide et que j'ai la chance de pouvoir avoir de l'aide. Et du coup, pour même cette expo-là, j'ai la chance d'avoir 2 curatrices qui m'aident beaucoup et qui me soutiennent beaucoup, autant dans les idées, même si il faut que je leur demande de venir une journée m'assister, je sais qu'elles seraient capables ou disposées à le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi autre chose et c'est super important. Et j'ai aussi la chance de pouvoir être accompagnée encore pour une exposition personnelle par une femme curatrice ou des femmes curatrices. Et du coup, je me dis qu'il y a toutes les conditions pour faire quelque chose de beau et même, j'espère, d'incroyable. Du coup, je suis dans cet esprit-là en ce moment jusqu'à mon expo. Donc là, tu es en pleine production. Tu as déjà le titre de l'exposition qui s'intitulera Die House. Donc avec cette notion de la maison, de l'habitat, du refuge aussi, trouver un espace à soi. Virginia Woolf parlait d'une chambre à soi pour parler de cet espace nécessaire précisément pour les femmes artistes, en l'occurrence elle écrivaine, mais un espace qui est physique, mental et économique pour arriver à trouver l'autonomie d'avoir une pratique artistique. Donc là c'est une référence qui fait écho aussi à cette idée de Die House, mais tu rajoutes ta propre patte artistique, on peut le dire, avec bien sûr la teinture. Est-ce que tu peux nous donner quelques previews, insights de cette production en cours? Alors, j'ai ramené un preview qui est posé avec nous dans le set. Et j'ai aussi du coup, dans mon exposition, j'ai un visuel dans ma tête qui se clarifie de jour en jour.
J'aimerais bien te ramener dans mon esprit pour qu'on visite l'espace ensemble, mais il n'est pas encore créé. Du coup, là, on est dans l'étape culminant de esprit et réalité. Et du coup, je sais que, enfin, il va y avoir beaucoup de teinture parce que c'est ma pratique principale et c'est toujours, comment dire, un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de d'étaler et d'étayer cette pratique-là à grande échelle parce que c'est ce qui me parle le plus. Moi, j'adore les œuvres monumentales ou les œuvres immersives. Et même les artistes qui m'inspirent le plus, c'est des artistes textiles qui font des œuvres monumentales ou immersives. Et en fait, ça me permet, moi, enfin, cette échelle-là m'a toujours attirée parce que ça permet de faire expérience de ton œuvre et pas que être dans la contemplation. Et pour moi, c'est très important de créer une expérience avec mes œuvres, ce que je donne à voir au niveau d'installation, de sculpture, de peinture, d'accrochage. Et du coup, avoir une composition entre des sculptures en bois, dans la même lignée que l'œuvre que j'avais produite pour 7e Galerie, pour l'exposition collective Paris is Out of Joint. Donc c'est justement ce geste-là de graver sur du bois un poème, un extrait de poésie que j'avais écrit spécifiquement pour cette œuvre-là. C'est un processus ou je dirais une lignée que j'ai envie d'étayer. Et du coup, va avoir pas mal ce geste-là aussi. Il y aura forcément des tentures, il y aura d'autres sculptures, d'autres objets. Je travaille beaucoup aussi avec de la récupération, selon les échelles de ce que je crée. J'aime bien récupérer du tissu en seconde main, comme des objets, des meubles spécifiquement. Et après recomposer avec ça des installations. Après, c'est vrai que c'est beaucoup des objets de l'intérieur qui vont du coup être ma source d'inspiration. Donc je vois aussi l'écho à Virginia Woolf et même quand les curatrices ont écrit mon texte, pourquoi aussi elles ont parlé de house et de maison. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup l'espace d'intérieur qui m'inspire. C'est aussi parce que ben justement je trouve que dans mon atelier ou dans ma pratique, je me sens chez moi autour de mes œuvres. Enfin, il y a une sensation justement littéralement de maison, de home, de chez soi ou d'appartenance en fait autour de mes œuvres. Et du coup, je sais que n'importe où je suis, s'il y a mes œuvres, je me sens à ma place. Et du coup, c'est un peu cette sensation-là que j'ai envie de créer pour les autres, que quand ils rentrent dans l'espace, ils se sentent à leur place, même s'ils savent pas pourquoi. Et du coup, selon les échos, les références, ça va plus ou moins être familier pour certaines personnes. Et parfois, je suis même moi surprise par la familiarité ou les madeleines de Proust que des gens peuvent vivre, même si d'apparence, je penserais pas que ce que je fais parlerait. Donc il y a aussi cette surprise-là qui me touche moi. Je sais que je mets beaucoup de bonnes intentions, justement dans ce que je disais, dans l'expérience que je veux donner. Et après, c'est propre aussi à chacun de voir comment ils interprètent, comment ils ressentent la production que je crée. Mais je sais que voilà, je sais pas si tu veux plus de détails sur la mise en espace, parce que tout est déjà un peu clair dans ma tête. Mais je veux aussi faire la surprise aux gens. Il y a un élément vraiment orienté vers l'autre dans ta pratique artistique qui met la transmission au centre, tu l'as bien évoqué, et aussi dans ta démarche d'animer des ateliers, de proposer des ateliers à destination de différents publics. Est-ce que tu peux me parler de cet aspect de ton travail orienté vers les autres dans la transmission? Ben, c'est venu par opportunité. Mon tout premier atelier, je l'ai donné en faisant une résidence qui s'appelait, je crois qu'elle n'existe plus, Maison Artagon. Donc c'est l'espace Artagon qui avait un lieu de résidence pour les artistes sur quelques semaines, voire mois selon les besoins. C'était une résidence de recherche. Et moi, pendant ma période de résidence, la responsable de la résidence m'avait proposé d'animer un atelier dans la maison, ou dans une partie annexe de la maison, avec les locaux.
Et en fait, du coup, j'ai pu animer un atelier avec des femmes plus différentes tranches d'âge, mais plutôt âgées et quelques jeunes. Et du coup, ça a été mon premier atelier teinture, batik spécifiquement. Et c'est la première fois que j'ai eu à penser à comment créer un format qui est transmissible. Et comment aussi le produire, donc comment avoir les objets, les outils, l'espace, la durée, comment communiquer dessus pour que les gens comprennent leur est proposé. Et, euh, et ensuite, après ça, un an après, j'ai eu une autre opportunité avec l'Union Jeunesse Internationale de pareil, donner des ateliers à un autre format, c'était avec l'impression textile, donc à travers la confection de tampons. Et pareil, ça a été l'opportunité de créer un format adapté à un autre type de groupe, c'est-à-dire un groupe plus large, mais pareil avec une tranche d'âge aussi large que la quantité de personnes. Et en fait, à chaque fois, même là, ça doit faire maintenant 3 ans que je donne des ateliers, 2-3 ans. Et en fait, à chaque fois que je suis invitée dans un espace, je dois repenser selon l'espace, selon la capacité d'accueil, selon la durée, la disponibilité de temps, comment échanger avec un groupe ou une personne. Tout ce que j'ai à dire en un très court laps de temps et comment est-ce que eux ils peuvent repartir avec ces informations et après le développer autant qu'ils veulent pour eux plus tard. Et en fait, aussi ce format-là, il m'a toujours attirée dès que j'ai commencé à donner des ateliers, parce que ça permet d'avoir un rapport à mon art qui est hors des expos, donc hors de ce statut un peu de visiteur, regardeur face à l'artiste et son œuvre. Là, c'est l'artiste sans son œuvre, ou parfois j'ai des œuvres que j'accroche pendant que je donne des ateliers pour donner à voir et pour inspirer. Mais là, c'est plutôt un échange, une conversation que je crée avec les gens qui viennent découvrir autant mon travail, et parfois ils viennent pas me découvrir moi parce qu'ils me connaissent pas particulièrement, ils veulent découvrir le geste. Et en fait, j'aime bien aussi que ce soit la tranche d'âge entre donner des ateliers à des très jeunes comme des enfants de 5 ans ou des très âgés comme des personnes, nos parents, quoi, des adultes. Et j'aime bien que le rapport, en fait, déjà diffère selon les tranches d'âge. Et surtout selon si c'est des personnes qui sont venues parce que c'est moi l'artiste ou parce que c'est le geste qui les intéresse. Ça crée des dialogues intéressants et même moi en fait, autant je transmets, mais en fait on me transmet en retour en participant, en donnant, en parlant, en discutant, en donnant des retours, des avis, en faisant des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Ça m'inspire forcément de voir autant une petite fille de 5 ans faire du batik que une adulte de la soixantaine faire des tampons. Il y a toujours un rapport assez inspirant et je trouve plus direct que juste l'exposition. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens et que j'aimerais développer, enfin que je développe et que j'aimerais continuer à développer et même à pérenniser. Si je pouvais être prof d'art plastique quelque part, j'adorerais. Parce que ça m'inspire beaucoup justement ces temps d'échange avec les gens. Et puis je trouve que ça, enfin, la phrase ou le sujet un peu qui est récurrent à chaque fois quand je donne des ateliers, c'est que souvent les gens ils disent ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose avec mes mains. Et ça me touche beaucoup en fait de me dire que je peux créer des moments où les gens se reconnectent à leurs mains ou à leur capacité de faire ou de créer. Parce que parfois on peut l'oublier selon les routines et les contextes de vie qu'on a ou même les tranches d'âge qu'on a, on se rend pas compte forcément qu'on crée. Même un enfant qui dessine tout le temps, parce que les enfants, là j'ai donné un atelier pour des enfants qui avaient 5 ans, enfin qui ont 5 ans. Et un enfant de 5 ans ça dessine tout le temps, mais ça se dit pas que je crée. Ça se dit pas je crée quelque chose ou je peux lui donner un nom et c'est un titre et là ça peut devenir une œuvre. Et du coup, moi ça m'a beaucoup touchée de pouvoir introduire ça très jeune dans l'esprit d'enfants qui peut-être deviendraient des artistes un jour, je sais pas. Bien sûr, comme moi, toi, ton professeur.
Oui, voilà, moi je sais que très jeune j'ai été inspirée, que ce soit par le père de ma meilleure amie d'enfance, qui forcément se disait pas que là il était en train de former deux artistes, parce que du coup elle est artiste maintenant, et moi aussi. Mais au final, elle a beaucoup plus inspiré qu'il ne pensait, ne serait-ce que en faisant autour de nous, ou nous invitant à faire. Et je pense que l'invitation à faire, c'est ça qui me met dans ce geste-là de transmission. C'est quoi ton plus grand rêve? Avoir un terrain. Combien de villas? Je sais pas combien de villas. Non, mais non, mon rêve, ce serait d'être libre financièrement, d'être libre de faire. Pas forcément tout ce que je veux, parce que je ferais des bêtises. Mais, non, de faire. J'aimerais avoir une grande maison. En vrai, quand on me demande, c'est pas la première fois qu'on me demande de citer mes rêves. Et à chaque fois que j'ai dit, on me dit que c'est pas assez grand. Du coup, j'ai pas forcément des rêves très très grands. Juste avoir une grande et belle maison, peut-être un beau terrain. Pareil pour ma mère. De pouvoir me permettre d'avoir autant de choses, de belles choses, de vivre des choses aussi. Me permettre de vivre des choses plutôt que d'avoir des choses. D'exposer un peu partout, même là où je n'imaginerais pas exposer. Formalism is all about the form that the art takes. The shapes, the color, the lines, the things that make up the artwork. For hundreds of years, these had been silently employed to create a great effect. But in formalist art, they are the subject of the work. The artwork refers itself more than the outside world. A good example of this is the Dutch artist Piet Mondrian, who set himself a strict art diet of just a few colors and straight lines. Formalism is also a way of looking at and interpreting art, focusing on the forms as opposed to the narrative or meaning. It's a bit like pulling apart a phone and looking at all its constituent parts rather than considering it as a vehicle of communication.